à tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent les journaux, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous pourrez entendre Prix Goncourt, une nouvelle radiophonique de Claude Gével, et Le Petit Courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Régent. L'histoire que vous allez pouvoir entendre ce soir est intitulée Prix Goncourt. Je rappelle que c'est à Madame Lagardère, à Palaiseau, que nous devons l'amusante suggestion de prendre pour point de départ d'une nouvelle radiophonique ce célèbre fait divers de la vie littéraire qu'est le Prix Goncourt. Tout naturellement, ce fut donc à un romancier que nous avons demandé d'imaginer et d'écrire pour vous cette histoire. J'ai nommé le romancier bien connu Claude Gével. Collaborateur depuis de longues années des nouvelles littéraires, auteur de nombreuses œuvres théâtrales à succès, auteur de romans de classe tels que Chez les hommes, Une bourgeoise et l'amour, Aline, où les plus solides qualités du style s'unissent à l'acuité des notations psychologiques, on peut dire de Claude Gével qu'il a toute sa vie dignement porté le titre, si souvent décrié, d'homme de lettres. L'homme de lettres au beau sens du mot, celui qui met sans relâche, avec une opiniâtreté laborieuse, tout son talent au service de la littérature. Cette littérature dont le plus beau fleuron, précisément, est le prix Goncourt. Obtenir le prix Goncourt, remporter cette palme, pour employer un mot cher à Paul Valéry. Est-il un seul romancier qui n'ait pas rêvé de cette suprême consécration? Moi qui vous parle, j'en ai rêvé comme les autres, bien entendu, à l'époque où je rêvais. Je ne l'ai jamais obtenu, soit dit en passant. Après tout, ce fut peut-être une grande chance pour moi. Sait-on jamais? C'est que c'est bien beau, naturellement, d'être au prix Goncourt. Seulement, ça ne va pas toujours sans inconvénient. Je ne voudrais pour rien au monde vous déflorer l'histoire qu'a écrite Claude Gével, mais je peux bien vous confier qu'elle commence ainsi. Hier, 6 décembre, à 13h, le prix Goncourt a été décerné à Fred Meusier pour son roman Le vol des canards. Et elle continue ainsi. Hier soir, à 21h30, Fred Meusier a été assassiné d'un coup de revolver devant la porte du pavillon qu'il habite à Garches, au nouveau lotissement de la Maison Blanche. Quand je vous le disais, que ça ne va pas toujours sans inconvénient de recevoir le prix Goncourt. Pas de Francis Carpeau. Si, monsieur Carpeau, même la hier. Ça commence, c'est long. Oh, ils se foutent de nous. 4 tours pour rien. Nous faillons attendre. Les sandwichs liquidés. Et les liquides envolés. Paraît que les écuries sont à égalité. Écurie Julliard, Casaque Noir, bordé d'hermine. Picose, rue de l'Université. En gros malin, on a compris. Écurie Gallimard, Casaque Tricolore. Picose, revue française, vue. Oh, j'ai une idée. Oui. Pas possible. Pour l'an prochain, un sweepstake Goncourt. Course d'obstacles. De plat. Celui qu'il faut faire à ces messieurs. Messieurs, je suis heureux de vous annoncer... Enfin! Ça y est! En effet, au 5e tour de scrutin, le prix Goncourt 1954 a été décerné par 6 voix contre 4 à Fred Meusier pour son roman Le vol des canards. Oh, Meusier, un bouc, son premier bouquin. Quelle chance il a! Et quel est le titre? Et on te le dit, Le vol des canards. Bah, pour un journaliste, c'est tapé. Hein. Fred Meusier est un de vos confrères de presse. Est-ce que quelqu'un de vous sait où nous pouvons toucher le lauréat? Vous en faites pas, monsieur Queneau. Gilles Espalin, son grand copain, vient de se glisser à la sauvette pour aller le prévenir. Oh, le salaud! Il veut nous griller! Tu pouvais pas le dire! Et on chasse, messieurs, on chasse! Allez, hop! Une heure 20. C'est fichu. Quoi, maman? Rien, ma chérie. Sois sage. Allez, mange. Oh, maman, toi, tu ne manges pas? Ça fait le 5e verre d'eau que tu avales.
T'es pas sage. Non, tu as raison. 1h20. 1h20. C'est fichu. Garçon? Encore une file, monsieur? Non, je n'attends plus. Je vous dois. Ça fait 5 files, monsieur. Ça y est! Ça y est, mon vieux, tu l'as! C'est pas vrai. Si, je t'embrasse. Je l'ai! Garçon, je l'ai! Quoi, monsieur? Ben, le Goncourt, c'est moi! Je les ai semés. Ils doivent être fous chez Drouin. Le truc de chez Drouin? Oh, pardon, ça s'arrose. Une 6e file, celle de la maison. Non, bah, vaut mieux pas, hein, vieux. T'es pas au bout des arrosages. Et on t'attend là-bas. Ah non, attends une seconde, il faut que je téléphone. Ah, Claire, oui, je pense bien. Voici un jeton, monsieur. Merci. Bah, elle mérite d'être la première prévenue. Bah, et comment? Allô? Claire? Il claironne. Fred, Oui! c'est pas possible. C'est Oh, quel bonheur. 6 voix au 5e tour. 6 voix au 5e tour. Oh, mon petit, c'est magnifique. Je file chez Drouin. Reviens vite. Dès que je pourrai, je vais être tellement pris. Ne t'inquiète pas, surtout. Drouin, Julliard, le journal. Écoute, tu peux bien entre deux. J'ai la voiture, nous ferons un saut jusqu'à Garches. Oui, je ferai un saut. Henriette veut t'embrasser. Bon, alors vite. Baiser. Vite, je me sauve. Oh, tu pleures, maman? C'est de joie, ma chérie. Pleurer de joie, c'est drôle. Ça arrive quand il vous arrive un grand bonheur. Le téléphone de papa? Oui. Il vient de remporter un prix. Un beau prix. Un prix, comme le mien en juillet de lecture. Lui, ce serait plutôt d'écriture. Oh, c'est bien aussi. Allô, le café des Pinsons? Pourriez-vous m'appeler Madame Blérat au téléphone? Pour Madame Meusier. Oui, je ne quitte pas. Allô, Madame Blérat? Est-ce que vous êtes libre cet après-midi? Bon. Pourriez-vous passer chez le teinturier voir si ma robe est prête? Vous me l'apporteriez tout de suite. Et je vous demanderai peut-être de garder Henriette jusqu'à ce soir. Oh, oui, c'est urgent. Monsieur Meusier vient d'avoir le prix Goncourt, vous comprenez? Qu'est-ce que c'est? Je vous expliquerai. Je vous attends. Tu vas t'en aller, maman? Peut-être bien, ma chérie. Ton papa va venir, il va m'emmener. Madame Blérat restera avec toi. Tu seras bien sage? Oh, faut toujours que je sois sage. C'est drôle. D'abord, je t'ai dit 20 fois de ne pas répéter tout le temps, c'est drôle. Voyons, Henriette. T'aimes bien rester avec Madame Blérat? Oh, elle n'est pas drôle. Ne me fais pas fâcher. Un si beau jour. Ah. Allô? Oui? Oh, c'est vous, cher ami. Vous savez déjà? Merci. Vous êtes la première à nous féliciter. Oui. À bientôt. Ça commence. Oh. Allô? Oui? C'est toi, Fernande? Tu sais déjà? Je suis heureuse que ce soit toi la première à nous féliciter. Non. Oh non, il n'est pas là, tu penses? Oui? À très bientôt. Dis, maman, c'était pas la première? Pourquoi tu as menti? Ce n'est pas mentir que de vouloir faire plaisir. Oh. Oh, il faut que je marque les noms, j'oublierai. Allô? Oui? Ah! Vous savez déjà? Mais bien sûr. Vous êtes la première. Si. C'est une chance. Votre robe venait de rentrer de l'usine. Merci, Madame Blérat. Jamais tout de suite. Il faut que je me fasse belle. Oh oui. Tu sais, madame, papa a un prix. Ah, je vais vous mettre au courant. Le prix Goncourt... Oui, je sais, Goncourt, on m'a expliqué. On ne parlait que de ça chez la teinturière. Je me demande si je ne devrais pas ajouter un col de piqué blanc. Ah bah oui, ça l'habillerait. Ça sent pas bon, maman. C'est la benzine. Oh, à peine, avec un petit peu de parfum. Il ne m'en reste plus guère. Oh, c'est que vous allez en voir du beau monde à présent. Forcément. Une auto. C'est papa. Ah bah je passe à côté, hein. Il y a des moments où il faut être entre soi. Fred, nous avions hâte de t'embrasser. Mes chéris. Où il est ton prix? Ben, mon prix, c'est ce chèque.
Oh, ce bout de papier. Mais il en produira d'autres, je suis tranquille. Dis, est-ce que le journal est déjà sorti? Est-ce qu'ils ont ta photo? Est-ce que tout s'est passé comme tu voulais? Tout le monde a été très gentil, les confrères comme les membres du jury. Colette était là? Ah, hélas, non, il paraît qu'elle a voté pour moi dès le premier tour. Il va falloir que je passe chez elle. As-tu déjeuné? Oh, des sandwichs, enfin, la gloire, ça vous nourrit. Veux-tu des œufs? Non, je n'ai pas le temps. Réception, c'est Julliard, cocktail au journal. Oh non, tu t'en vas déjà, papa? Je suis obligé, mon chéri. Tu t'en vas comme ça? Comme ça? J'avais pensé que peut-être tu me proposerais d'aller avec toi. Voyons, ma chérie, au milieu de tout ce monde, tu serais perdue. Je croyais avoir un peu droit. Mais pas un peu, beaucoup. Écoute, je n'oublie pas que mon livre te doive... Enfin, les heures que tu as passées à ta machine à écrire. Oui, on n'emmène pas sa dactylo. Oh, tu es bête, écoute. Si nous avions prévu, tu te serais fait faire une robe. Ah oui? Tu me trouvais pourtant bien habillée. Mais avant... Maintenant, crois-moi, tu serais gênée. Non, mais écoute, sois tranquille. Demain, enfin, ces jours-ci, nous irons t'acheter ce qu'il faut. Pour être présentable. Tu as l'air déçu, mais ma pauvre chérie... Écoute, Gilles va te parler comme je le fais. Il est là? Oui, il m'a amené. Et tu l'as laissé t'attendre dehors? C'est lui qui a préféré nous laisser seuls pour tout ce que nous avions à nous dire. Je crois que c'est dit. Appelle-le. Bon. Gilles, viens, mon vieux. Tu vas pouvoir lui demander. Sois tranquille, je ne lui demanderai rien. Alors, ces effusions. Terminé. Ah, à mon tour maintenant. Je crois qu'un jour comme celui-ci, on s'embrasse. Bien sûr. Madame Meusier? C'est ici. C'est une corbeille de roses. Je l'ai posée devant la porte. Je vais la chercher. Des fleurs déjà? Qui a pu? Oh, quelle merveille. Y a-t-il une carte? Non, elle a été commandée par téléphone. Fred, il paraît que c'est toi. Hélas, ma chérie, non. Mais c'est de lui, cher ami, mais il ne le sait pas. Il était si accaparé que j'ai téléphoné à sa place. Merci, Gilles. Au moins ainsi, je participerai un peu à la fête. On m'explique-lui, Gilles, que je ne puis me soustraire aux obligations de mon triomphe. Il est certain, cher ami. Ne vous fatiguez pas, je comprends très bien. Non, notre fête à nous, ce sera ce soir. Au dîner, Claire. Tu vas nous préparer un petit repas d'amoureux. Des amoureux qui ont déjà une grande fille de 7 ans. Mais ça n'empêche rien. Vous croyez? Et moi, j'apporterai le champagne. Du sucré, papa. Oui, mon chéri, du sucré et du sec. Ce soir, on ne se refuse rien. Ce sera la grande nouba, n'est-ce pas, ma chérie? Bon, alors à très vite. Au revoir, mon chéri. Au revoir, mon poulet. Là, tu viens, Gilles? Oui. Julliard doit s'arracher les cheveux. À bientôt, Claire. À bientôt, Gilles, et merci pour les roses. Sans elles, Quoi? rien. Je vous aurais dérangé pour rien, Madame Bléra. Ma robe était inutile et vous n'aurez pas à garder Henriette. Vous ne sortez pas? Non, mon mari revient dîner. Nous allons du reste aller, Henriette et moi, jusqu'en ville pour mes achats. Habille-toi, Henriette. Oui, maman. Vous savez ce que vous allez lui préparer de bon? C'est pas difficile. Tout ce qui était jusqu'ici trop cher pour nous. Du foie gras, de la langouste. Si j'en trouve, oui. C'est aussi le rêve de Monsieur Bléra. Il est boueux. Alors, le pauvre homme, il n'en verra jamais que les boîtes en fer blanc et les carapaces. Tu es prête, Henriette? On s'en va avec Madame Bléra. Voilà, maman. 6h moins le quart. Il n'y a pas de temps à perdre. Ton papa peut revenir d'un moment à l'autre. Remarque, je ne pense pas qu'on dîne avant 8h. C'est pour ça que je t'ai fait goûter à la pâtisserie. Allez, mettons vite le couvert. Tu mets la belle nappe au trou-trou? Oui, c'est l'occasion de les traîner. Et au milieu, les fleurs. Les roses? Non. Le bouquet de violettes que nous avons acheté. Oh, tu l'as pas pris gros. Je voulais qu'il soit exactement comme les premières fleurs que ton papa m'a offertes. Ah, tu les lui rends ce soir? Après 8 ans. Moi, j'en ai 7. Pourquoi j'en ai pas 8? Parce que le bon Dieu a voulu que les parents aient la joie d'attendre leur petit enfant. Là. Les assiettes, les verres. Je prends les couverts, les pots. Oui, bien sûr, une tasse rien. Oh, sois tranquille. Ah, maintenant la mayonnaise pour la langouste, pourvu que je la rate. Je vais te donner le fouet. Quelle époque. Comment? Rien. Merci, ma chérie. Dame Meusier, le journal qu'on m'a dit de vous apporter. Il y a Monsieur Meusier dedans. Tiens, mon petit. Oh non, c'est pour la peine. On est tous trop fiers dans le pays. Salut, madame. On fait voir papa. Attends. Là, en première page. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Fred Meusier, prix Goncourt. Ce nom est familier à nos lecteurs, et c'est un honneur qui rejaillit... Oui, blablabla prévu. Alors? Attends, là, oui. Fred Meusier nous déclare, entre deux coupes de champ, encore heureux qu'il n'ait pas dit entre deux vins,
Les obligations de la vie professionnelle vous contraignent à un dédoublement. Les heures de nuit, le dimanche, enfermé dans la solitude de la table de travail, il se crée une deuxième existence et l'angoisse est de se demander quelle est la vraie. Les nuits, le dimanche. Eh bien, pour une fois, ton père ne manque pas d'imagination. Il parle pas de nous? Non. Un prix a surtout la valeur d'une réponse. Mon roman, Le vol des canards, se passe dans ce pays de mon enfance. Oh, ça! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Se passe dans ce pays de mon enfance, dans ce bassin d'Arcachon où j'ai passé tant de belles journées. J'ai faim, maman. Veux-tu une tartine? Non, c'est papa que je veux. Allô? Allô, Soir Presse? Ici Madame Meusier. Oui, Madame Fred Meusier. Puis-je parler à mon mari? Je vais voir, madame. Je regrette, madame, mais monsieur Meusier est en conférence. À cette heure-ci? Du reste, la réception n'est pas encore terminée. Alors, pouvez-vous me passer monsieur Gilles Espalin? Je vais voir, madame. Allô, c'est vous, Claire? Oui, oui, c'est moi. On me dit que Fred est en conférence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À cette heure-ci? Oui, il est dans le bureau de madame de la Haussière, la rédactrice en chef. Alors, Ah oui, l'antre, comme il l'appelait, où l'on ne doit pas être dérangé. oui, c'est sûrement important. Je m'en doute. Oui, après le triomphe de Fred, elle va lui offrir un nouveau contrat. Déjà, Oui, pour se l'attacher. comme vous dites. Ah, je crains bien que votre petit dîner ne soit un petit souper. Ça en prend le chemin. Bon, dès que Fred sortira, je le préviendrai de votre coup de téléphone. Non, je vous en prie, ne lui dites rien. Merci. Ma pauvre chérie, tu t'endors sur la table. Moi? Mais non, je... Si. Le marchand de gloire n'empêche pas le marchand de sable. Allez, tu vas aller te coucher. Mais quand papa... Je te réveillerai, je te promets, tu dîneras. Enfin, tu souperas avec nous. Allez, viens, ma chérie. C'est moche. Soyez sage. Vous êtes devant chez vous. Mais voyez, tout est noir. Bonsoir. Ça. Rendez-moi ma main. Bon, ça m'ennuie de vous laisser repartir seul. Je ne cours aucun danger. Moins que si je vous accompagnais. À demain, 3 heures. Pour signer nos accords. Les contresignés. Tout contre. Vous êtes bête. Bonsoir. Bonsoir. Oh, tu m'as fait peur. Tu es là? N'est-il pas normal d'aller au-devant du triomphateur? Comme tout était noir, j'ai cru que... Une taquinerie. Innocente, elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Entre. Hop, ouais, tu sens le vin, la fumée et la poudre de riz. Oh, quelle journée! Je suis knock-out. Mais quelle journée! Ah oui, un rêve. Tiens, Julliard tira 50 000 pour commencer. Je suis riche. Nous sommes riches. Ben moi, c'est toi. Pas dans le triomphe. Nous parlerons de tout ça demain, veux-tu? Je ne tiens plus debout. Et notre souper? Ah oui. Non, écoute, Claire, vraiment, je préférerais... Et ton champagne? Bah, tu vois, je l'ai oublié. J'irai en chercher demain matin. Et notre dîner d'amoureux devenu souper finira déjeuner. Espérons que ça s'arrêtera là. Pour la langouste. Oh, crois-tu que je suis bas? Je ne l'avais pas vue en pleine table. Pas plus que les violettes. Tu les vois? Oui, tout de même, oui. Et elle ne te rappelle rien? Les premières fleurs dont tu m'as fait cadeau. Mais si, voyons, écoute, je te l'aurais dit si tu avais attendu. Crois-tu que je n'ai pas assez attendu comme ça? Mais écoute, j'ai pas pu faire autrement. À propos, tu ne me parles pas de Soir Presse. On t'y couvre d'or? Oui, on m'y découvre. Mais je leur réserve la publication de mon prochain roman. Lequel? Je ne sais pas, mais enfin, on en parlera tous les deux, demain. En allant acheter ma robe, mon manteau. Oh, non, c'est que demain, je vais encore être terriblement pris. Moi, j'ai un rendez-vous à 3 heures. Ah.
Oui, très important. Avec? La direction, quoi, au journal. Mais dis donc, Fred. Mais? Tu n'entends pas? Quoi? On t'appelle. Moi? Je t'assure. C'est peut-être la personne qui t'a raccompagné. Tu devrais aller voir. Tiens, encore. Monsieur Fred Meusier. T'as bien entendu cette fois? Non, Enfin, avec mon mal de tête... Il faut aller voir. Allez, va. Mais... Là, attends. Mets ton manteau. Bien. Là. Va. Laisse la porte ouverte. Mais... On m'appelle? Y a quelqu'un? Ben non. Il y a personne. Oh mon Dieu. Au secours. Au secours. L'assassin. Un docteur. Oh, je suis folle. Courir, mais où ça? Appeler, on ne peut pas m'entendre. Henriette, mon amant. Elle ne s'est pas réveillée. Voyons. Le commissariat. Le commissariat, c'est... Ah oui. Allô, le commissariat? Ici, Madame Fred Meusier. Oui. Allô? Oui, c'est le directeur de la police judiciaire. Ici commissaire Fautral, de Plessis-Ménil, Seine-et-Oise. Ah. Je m'excuse de vous déranger en pleine nuit, monsieur le directeur, mais il m'a semblé que l'affaire était assez grave. D'un retentissement assez considérable pour le faire. Allez, ça va. Au fait... Fred Meusier? Le nouveau prix Goncourt. Lui-même. L'homme du jour, monsieur le directeur, vient d'être assassiné devant sa porte d'un coup de revolver. Je viens d'être avisé par un coup de téléphone de madame Meusier. Nom d'un chien. Vous avez fait le nécessaire? Plutôt que d'envoyer l'inspecteur de service, je compte me rendre moi-même sur les lieux à l'instant. C'est bien vous, le Fautral, qui avez mis la main sur l'assassin de l'étang de Saint-Cucufa, hein? En effet, monsieur le directeur. Bon, je m'en rapporte entièrement à vous. Si je n'étais pas retenu au lit par un stupide coup de grippe, je serais venu en personne. Mais tenez-moi au courant en cas de complication, hein. Je vous attendrai sans autre avis demain à mon bureau à 14h. Bonne chance. Bon repos, monsieur le directeur, et meilleure santé. Allez, à demain. Le directeur est là? Il vient d'arriver. Commissaire Fautral, j'ai rendez-vous à 14h. Il vous attend. Entrez. Ah, bonjour, Fautral. Monsieur le directeur est rétabli? Oh, tout juste. Alors, où en êtes-vous? Rien de définitif. J'en suis arrivé pour le moment à une conclusion pas très brillante, et peut-être provisoire. Je vous écoute. Commencez par le commencement, hein. Aussitôt alerté, je me suis fait conduire sur les lieux du crime, et au passage, j'ai pris le docteur Sergent qui était de garde de nuit. En arrivant, nous avons trouvé madame Meusier, agenouillée sur le gravier auprès de son mari et poussant d'horribles sanglots. Le docteur n'a pu que constater le décès. L'assassin avait tiré par derrière, dans le dos. Fred Meusier était tombé en avant, le visage sur les cailloux. J'ai pu obtenir de madame Meusier qu'elle abandonne sa triste faction pour répondre aux questions que j'avais à lui poser. Ouais. Elle me déclara ne pouvoir préciser qu'un point. Elle avait entendu le meurtrier s'enfuir en courant. Il n'avait pas eu le temps de dépouiller sa victime, si telle était son intention. Et je lui ai demandé si elle ne connaissait aucun ennemi à son mari. Elle a répondu que non. C'est aussi ce que l'on m'a affirmé à Soir Presse, où Meusier était très aimé. Les fournisseurs, la femme de ménage, le patron du journal m'ont confirmé le témoignage de madame Meusier. Ouais. Un examen des papiers trouvés sur la victime et sur son bureau, aussi bien chez lui qu'au journal, ne m'a fourni aucun renseignement. J'ai aussitôt donné l'ordre qu'une rafle soit faite dans la région, surtout dans les maisons en construction et dans les bois proches du lotissement. Et mon impression est aussi que ce serait l'acte d'un rôdeur. À moins que l'annonce du prix n'ait allumé en quelques pauvres d'esprit l'idée que le lauréat rapportait chez lui le gros magot. Bon, ce serait une réaction bien rapide. L'arme du crime? Bon, trouvable, naturellement. Mais de toute apparence, un de ces brownies de poche d'un modèle courant. Ah, serait-ce l'œuvre d'un jaloux?
Histoire de femme? Bon, de la vie générale, le ménage Meusier était excellent et le mari à l'abri de tout reproche. Alors, un rival de gloire. J'ai aussi envisagé cette hypothèse, mais elle me paraît bien fragile. Et enquêtez cependant sur les candidats malheureux, discrètement, hein. Dans ce monde de journalistes et d'écrivains, il faut se méfier des impairs. Oh, j'irai sur la pointe des pieds, monsieur le directeur. Les voisins, n'ont-ils rien vu, rien entendu? Le pavillon des Meusiers est entièrement isolé. Il donne sur la route peu fréquentée de Plessis-Ménil à Vaucresson, dont il est séparé par une cour-jardin de 4 mètres environ. Couverture de gravier et close d'une barrière blanche avec portillon en son milieu. Une haie touffue de troènes et de fusains alentour et la sépare des maisons avoisinantes. L'une est encore en construction, l'autre est une villa de plaisance, occupée à la belle saison seulement. J'ajoute que le ciel d'hier était d'un noir d'encre. En somme, un ensemble de circonstances qui semblaient devoir assurer l'impunité à l'agresseur. Ouais. Vous vous en tenez, somme toute, au crime crapuleux. Ouais, il semble plus probable. Mais aucun indice, aucun témoignage. Nous ne pouvons compter pour trouver le coupable que sur une de ces bonnes cuites qui poussent au remords ou à la forfanterie. C'est pas avec ça que je vais calmer les appétits des pisseurs de copies. Enfin, heureusement que j'ai toujours sous la main une ou deux petites affaires juteuses à leur mettre sous la dent. Pour la soif des poires. Exactement. Mais pour l'instant, mon cher Fautral, suivez l'affaire. Hein. Ouais, elle ne me mènera pas loin, j'en ai peur. Mais je n'abandonne aucune des hypothèses qui me sont venues à l'esprit, si invraisemblables qu'elles paraissent. S'il y a du nouveau, vous me prévenez aussitôt. N'oubliez pas que c'est une affaire casse-gueule, hein. Méfions-nous. Qui est là? Gilles Espalin. Exact, comme d'habitude. Vous n'aviez pas entendu la voiture? Vous ne m'avez pas vu traverser l'allée? J'étais dans la chambre d'Henriette. Ah, comment est-elle? Elle vient de s'endormir. Et qu'a dit le docteur? Une rubéole bénigne. C'est l'affaire de 2 ou 3 jours de lit. Vous voyez que je prends mes précautions et n'ouvre qu'en connaissance de voix. Oui, en effet. Ah, je ne suis pas mécontent de cette expérience. J'ai tellement peur de votre isolement et de votre imprudence. Aussi, je me suis permis de vous apporter ceci. Oh, ce n'est ni un bijou pour vous, ni un jouet pour Henriette. Qu'est-ce que c'est? Mon revolver. Bon. Oui, je serai plus tranquille de vous savoir en état de vous défendre. Mais j'en ai déjà un, Hein? celui de Fred. Il doit être là, dans le premier tiroir de son bureau. Regardez. Oui, c'est le même modèle. Seulement, mon pauvre ami, dites-vous bien que je ne saurais même pas m'en servir, et que je sais que je m'en servirai jamais. Tirer même sur un animal serait au-dessus de mes forces. Il suffit de montrer qu'on est armé. En ce cas, donnez-moi le vôtre. J'en prendrai un dans chaque main, ça fera western, ne trouvez-vous pas? Je suis exact. En avance. C'est un reproche? Vous savez bien que non. Un peu de vermouth? Oui, volontiers. Je suis si touchée de votre amitié attentive qui vous fait faire ce trajet si souvent depuis... 3 mois déjà. Oui, pour me sortir de mon chagrin. Oui, l'ami qui vient pour être drôle. Cyrano, acte 5. Mais ici, c'est lui, votre obligé. Oui, vous le sauvez des gargotes et des cantines professionnelles. Croyez-vous que je n'ai pas compris que votre offre de devenir mon pensionnaire était une façon de m'aider? Allons, pour une passe difficile qui sera très courte. Ah, vous avez été chez Julien? Oui, j'ai touché une petite avance. Il prétend ne pas pouvoir me régler avant que la succession ne soit liquidée. Et au journal? J'ai promis le roman de Fred pour septembre. Oh, mais c'est une grande nouvelle. Et la première nouvelle? Le roman de Fred? Il était donc fait? J'ai trouvé son brouillon. Il ne reste qu'à le mettre au point. Quel cachotier. Il ne m'en avait pas parlé. Je me demande quand il pouvait bien l'écrire. Le dimanche. Oh, avec les matchs qu'il ne manquait pas. Il travaillait tard le soir, la nuit. Hein? Ah, vraiment, on le connaissait bien mal. Oui. Oui. Et il y a une question que je me pose souvent. Que serait-il devenu, le succès aidant? Oui. Aurait-il changé? La gloire est une rude épreuve pour les âmes faibles. Et dans votre esprit, Fred Non, était je n'ai pas dit ça. Vous devez mourir de faim. Non, je vous en prie, rien de presse.
J'aime tant bavarder avec vous, Claire. Il me semble qu'on ne s'en prive pas. Vous pensez toujours partir à la fin du mois? Oui. Oh oui, je serais mieux dans ma bicoque du Cap Ferré pour travailler. Vous y viendrez pour vos vacances? Avec joie. Vous verrez s'il est beau, mon pays. Avec ces grands arbres dont les branches horizontales se nouent comme de gros serpents. Avec ces grandes plages où les flaques d'eau salée scintillent comme d'immenses diamants. Oh, si nous pouvions avoir la chance d'un passage de canard ou de palombe, nous passerions la nuit aux belles étoiles à attendre le lever du jour, quand les oiseaux volent encore assez bas, et que le coup de fusil lance son cri déchirant à travers leur vol qui s'éparpille. Et Claire, vous récitez du Fred Meusier. Vous croyez? Mais oui, il a décrit cette envolée dans son roman. Ah oui. Qu'il devait aimer ces nuits aux belles étoiles, comme vous dites. Oh, oh non. Il lui fallait ses 10 heures de lit par le plus bel été du monde. Ah oui? Claire, il faut que je vous parle. Que faisons-nous donc? Oui, je savais que je vous parlerais un jour. Mon cœur est trop plein de vous pour ne pas éclater. Je vous aime, Claire. Depuis que Fred m'a amené dans votre maison, je serai pour vous ce que vous me demanderez d'être, votre mari, votre amant, votre ami. Et je sais que rien ne m'empêchera de vous aimer. Taisez-vous, Gilles, je vous en supplie. Je me serais tu si Fred avait vécu, quitte à m'éloigner de vous pour toujours. Et depuis qu'il est mort, vous m'avez accueilli. Vous avez eu besoin de ma présence. Je pouvais voir lui à mon bonheur. Mais depuis qu'il est mort aussi, vous n'êtes plus la même, Claire. Vous avez un air à la fois revendicateur et traqué. Je dois savoir la cause de votre révolte et de votre angoisse. Déclaration d'amour pour impacter une enquête de police. N'essayez pas d'être cruel. Il faut que tout soit net, limpide entre nous. Et comme pour me pousser à bout, vous perdez toute prudence aujourd'hui plus que jamais. Et cela seul prouve que c'était le jour prescrit. Vous vous contredites comme à plaisir. Vous prétendez ne pouvoir vous servir d'une arme et vous exaltez votre coup de fusil à l'aube. Vous me révélez un roman de Fred dont ni lui, ni vous ne m'aviez touché mot. Vous prétendez qu'il l'a écrit pendant ces nuits blanches et vous moquez son besoin insurmontable de long sommeil. Mais je pensais que mon seul ami n'était qu'un espion. Eh, pauvre espion qui se livre. Il y a surtout votre ton en parlant de Fred. Cet affreux mélange de pitié et d'ironie, de haine et d'amour. Il révèle un affreux secret dans votre cœur, Claire. Et c'est auprès de moi que vous devez vous en libérer. Mon pauvre Gilles. J'aurais voulu vous éviter le cruel devoir d'une décision impossible. C'est vous qui m'aurez forcé à parler. Alors écoutez-moi. J'ai aimé Fred. Mais d'un amour lucide, les yeux grands ouverts. Je ne sais pas aimer autrement. Il était charmant, mais faible, vaniteux, égoïste. Et je m'étais souvent posé la question que vous vous posiez tout à l'heure. Qu'est-ce que le succès ferait de lui? Je redoutais le pire. Je n'ai pas été longue à être fixée. Le premier jour, ce grand jour, il s'est révélé tel qu'il se serait affirmé toujours davantage. Menteur, fourbe, indifférent, ingrat, médiocre. Sa femme, sa fille, déjà ne comptaient plus. Il est revenu à plus de minuit auprès de nous, dont il savait l'attente. Grisé, gris, il ne pensait qu'à ses autres griseries du lendemain. Je l'ai entendu parler à celle qu'il reconduisait. Vous devinez qui? Avec cette voix chaude, troublée, que je me croyais réservée. Il n'a même pas vu les préparatifs de la fête manquée. Il n'a pas eu une consolation pour notre déception. Mais ce n'est pas cela le plus grave. Pas un mot pour m'associer à son triomphe dont toute la journée il m'avait éloigné. Moi qui avais fait son livre. Pas seulement de mes souvenirs, mais de tout le sang de mon cœur. Il m'aurait prise dans ses bras. Il m'aurait tendrement murmuré ma collaboratrice, ça m'aurait suffi. Et ce n'aurait été guère, car vous l'avez bien deviné. C'est nuit, c'est dimanche. Une bonne blague. Il revoyait le soir en prenant un air important mon travail de la journée. Pour les fautes d'orthographe, surtout. Oh, Gilles, dites-moi que vous me savez incapable de salir celui qui ne peut plus se défendre. Cruel, peut-être, mais loyal, sauvage aussi dans ma franchise. En une seconde, j'ai eu la vision de notre avenir. J'étais décidée à ne plus remplir auprès de lui ce rôle que son ingratitude rendait infamant. Décidée à ne plus l'aider dans son travail. Quel déchirement, quelle violence la présageait.
Et si je cédais? Quelle bassesse. Et vers quelle rupture sordide l'accumulation de nos rancunes nous conduirait? Car il aurait cédé à toutes les tentations que la gloire aurait mises sur son chemin. Gloire éphémère, sans mon aide. Fallait-il le laisser devenir un de ces affreux ratés du prix Goncourt, dont on dit qu'il n'avait qu'un livre dans le ventre, dont on finit par suspecter même l'unique réussite? Fallait-il nous laisser, nous enliser dans la fange des tromperies et de la haine, où s'avilirait ce que notre amour jusque-là avait pu avoir de sincère, de pur? Je n'ai pas réfléchi. Ma décision s'est imposée à moi comme une nécessité indiscutable. De même que cela m'arrivait pour un chapitre de ce roman. La scène à jouer s'est construite avec la précision qui certains jours l'émerveillait. J'ai faim d'entendre qu'on l'appelait. Tout ça avait été si rapide qu'il crut à un retour inattendu de celle qu'il avait ramenée à sa porte et qu'il pouvait imaginer en détresse dans la nuit. Il sortit. Je pris le revolver. L'armai. Sortis à mon tour en étouffant mes pas. Quand il revint et m'eut dépassé, j'ai tiré. Ma pauvre Claire. Tout à coup, la certitude où j'étais d'avoir agi au mieux pour lui et pour nous m'abandonna brusquement. C'est pour notre fille que j'ai fait les gestes qu'il fallait. Remplacer la balle qui manquait, nettoyer l'arme, la remettre en place, téléphoner à la police. Mais quand je suis tombée à genoux, à côté de ce pauvre corps immobile, je vous jure que mes sanglots étaient sincères et que j'aurais voulu lui rendre la vie. Mais Claire, je vous crois. Maintenant, Gilles, il faut que je vous dise merci. Merci de m'avoir forcé à cet aveu qui m'étouffait. Du reste, est-ce bien vous qui m'y avez contrainte ou moi-même ai-je voulu me contredire assez grossièrement pour que vous me forciez à parler? Claire, donnez-moi votre main. Vous ne me fuyez donc pas avec horreur? Donnez-moi votre main. Cette main de meurtrière entre les deux vôtres. Oui, Claire, je la garde. Vous avez demandé à me voir, Fautral? Au sujet d'une affaire déjà vieille d'un an, monsieur le directeur. Ah, l'affaire Meusier. Vous avez une piste? Mieux, une preuve. La voici. Ce livre? Oui, le nouveau roman de Fred Meusier, Le vol des vautours. Et alors? Lorsque j'avais perquisitionné chez lui et à son bureau du journal, je n'avais trouvé dans ses papiers aucun manuscrit en train, aucun projet, aucune ébauche. Un dossier a pu vous échapper? Oh, ça me surprendrait. J'ai lu ce roman dont toute la presse fait l'éloge. Il est bien de la même veine, de la même puissance, du même style que le premier. Et sur la page de garde, 2 autres sont annoncés. Vous en concluez? Que c'est la même personne qui a écrit celui-là et écrira les autres. Sa femme qui prétend avoir fait commettre un brouillon au poing. Et dans votre idée, sa femme serait... La meurtrière. Mais oui. Rappelez-vous, monsieur le directeur, c'était le jour où on a décerné le prix Goncourt. Crise de jalousie littéraire. Mais pourquoi pas? Elle explique si bien toutes les obscurités laissées par l'enquête. Et vous croyez qu'une telle preuve serait suffisante pour influencer le jury? Et pourquoi un jury? Madame Meusier ne s'est-elle pas condamnée elle-même à la plus terrible des peines pour une femme de lettres qui a haï assez pour tuer? Écrire sous le nom de sa victime pour perpétuer sa gloire. Et puis, Fautral, allons plus loin. Il n'y a plus de crime, puisque celle qui aurait tué serait celle qui ferait revivre. Prix Goncourt, nouvelle radiophonique de Claude Gével, était interprété par Josette Vardier dans le rôle de Claire et Pierre Trabeau dans le rôle de Fred, avec Christiane Barry, Becky Rosanès, Lucienne Letondal, Pierre Olivier, Jacques Sartou, Yves Duchâteau, Jean-Pierre Lituac, Pierre Marteville, André Vasselet, Jean Mauvais et Jean Topard dans le rôle de Gilles. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marier, assistant de production Jean Garetto. Claude Gével vient de vous faire entendre l'aventure tragique d'un écrivain lauréat du prix Goncourt. Quel prix faudrait-il attribuer, sinon le prix du meilleur romancier policier amateur, à l'écrivain américain bien connu Earl Stanley Gardner, si nous en croyons le fait divers suivant, recueilli parmi ceux que nous avons reçus ces jours-ci? Romancier, détective et justicier. L'auteur américain de romans policiers, Earl Stanley Gardner, vient de remporter un succès peu commun en découvrant et prouvant qu'Emma Johnson, âgée de 30 ans, est condamnée il y a 2 ans pour avoir assassiné une vieille dame, Jane Jones, est innocente.
C'est sur l'instant de prière de James Wengert, fiancé d'Emma, que Stanley entreprit ses investigations aux résultats si surprenants. Emma a été remise en liberté, Stanley fêté comme l'auteur le plus perspicace. Le fiancé, James, lui, est honoré comme le World Most Loyal Man, l'homme le plus fidèle du monde. Quant à la vieille dame, de quoi donc mourut-elle? D'une tumeur cérébrale méconnue du médecin. Il est bon de souligner qu'Earl Stanley Gardner est avocat et qu'il n'est pas, paraît-il, à son coup d'essai en pareille matière. Son héros habituel, Perry Mason, avocat détective, était déjà populaire aux États-Unis. Son créateur s'identifie de plus en plus à lui. Et voici maintenant un fait divers qui nous a été envoyé en un assez grand nombre d'exemplaires et qui pourrait évidemment être le point de départ d'une merveilleuse histoire. Un trésor dans la boîte à poudre du pistolet d'un grognard de Napoléon. Le sergent américain Ralph Aldridge, en occupation en Allemagne, acheta voici quelque temps chez un antiquaire de la ville d'Heidelberg un pistolet qu'il désirait emporter comme souvenir de la vieille Europe. Quelle ne fut pas sa stupéfaction en découvrant dans la boîte à poudre du pistolet, ayant appartenu à un soldat de l'armée napoléonienne, les plans et indications d'un trésor enfoui dans les fossés nord du château de Heidelberg. Le sergent Ralph Aldridge vient d'entreprendre des recherches, aidé d'un spécialiste équipé d'un détecteur, pour tâcher de découvrir ce trésor caché dans les fossés du château. Et je terminerai nos citations de la semaine avec l'entrefilet suivant, spécialement dédié à mon complice et ami Pierre Véry, qui nous a confié la semaine dernière avoir été champion cycliste dans sa jeunesse. Un octogénaire parcourt 350 km à vélo pour voir son fils. Clermont-Ferrand, 25 avril. Un octogénaire de la Haute-Loire, M. Jouve, vient d'accomplir un exploit peu banal. En effet, M. Jouve vient de rendre visite à bicyclette à son fils installé aux environs d'Épalion, Aveyron. La randonnée représente 350 km aller-retour d'un parcours truffé de côtes longues et raides. Le courageux vieillard accomplissait chaque jour une étape de 90 km environ. Il est rentré en parfaite santé et nullement éprouvé par sa longue randonnée. Mon cher Véry, vous voyez que vous avez encore un bel avenir devant vous. Nous remercions particulièrement parmi nos nombreux correspondantes et correspondants M. Le Goff à Paris, Mme Gaudry à Paris, M. Louargot à Quimper, Mme Londy à Bourgoin-Isère, M. Brunel à Marseille, M. Marcel Pascot au Rincy, Mme Jeanne Barrera à Perpignan et Mme Février à Étable-sur-Mer, Côte-du-Nord. Le fait divers qui a été retenu cette semaine en vue d'une émission ultérieure apparue dans de nombreux journaux fin janvier. Le voici. Un voyageur fait stopper le rapide pour sauver un enfant qui se noyait. La Haye. Entre Amsterdam et La Haye, un voyageur qui avait pris place dans un rapide aperçut un enfant qui s'était risqué imprudemment sur la glace d'une pièce d'eau gelée et qui se débattait, prêt à s'engloutir dans une crevasse. Le voyageur, sans perdre un instant sa présence d'esprit, tira la sonnette d'alarme, puis, le convoi étant stoppé, se précipita et ramena l'enfant évanoui dans ses bras. Un tirage au sort a décidé que le lauréat de la brochure dédicacée serait un de nos jeunes auditeurs, Bertrand Helleux, 13 ans et demi, rue Guénégaud à Paris. Madame Dubois à Paris et Madame Géraud à Senon, Gironde, recevront chacune un roman policier. Madame Carmenil à Paris et messieurs Laureau à Paris, Veillé à Paris également, Schiavazzi à la Roquette-sur-Siagne, Rusé à Savigny-sur-Orge, recevront chacun un exemplaire de Mystère Magazine. C'est un jeune écrivain, Jean Frappat, que nous avons demandé de bien vouloir imaginer pour vous une histoire à partir de ce fait divers. Petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure. Les livres lus par Germaine Beaumont. Un nouveau Simenon est toujours attendu avec impatience, même s'il déçoit quelque peu.
Ce nouveau Simenon s'appelle Maigret à l'école. Il est publié par les presses de la cité. Mais, entendons-nous, ce n'est pas Maigret lui-même qui est à l'école, il est simplement chargé de prouver, s'il le peut, l'innocence d'un instituteur accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. En fait, le principal crime de cet instituteur, c'est de représenter dans un petit village proche de La Rochelle un étranger. Il arrive en effet de la banlieue parisienne où sa femme a été impliquée dans une très fâcheuse aventure. Ils ont un fils qui est mêlé en classe aux enfants du pays. Et l'un des enfants prétend avoir vu l'instituteur tirer sur une affreuse mégère, et la tuer d'ailleurs, une mégère haïe de tous et qui est la terreur du village. En somme, personne n'est sympathique sauf Maigret. Et la victime est encore moins digne d'intérêt que son soi-disant assassin. Ce qui plaît toutefois dans ce roman, dont l'action est très lente et comme engourdie, c'est l'atmosphère de la campagne languissante et plate, et aussi l'idée que la mer est proche et qu'avec un peu de temps, on pourrait y parvenir à pied. Mais Maigret n'a pas le temps, parce qu'il lui faut interroger des enfants sournois ou effrayés et les amener à se rétracter ou à se livrer. Enfin, le pauvre Maigret, qui meurt d'envie de se régaler d'huîtres et de vin blanc, ne parvient jamais à réaliser son modeste rêve, et c'est sans doute à Paris, lorsqu'il aura éclairci cette affaire compliquée, qu'il y parviendra. Ce n'est pas, l'ai-je dit, un des meilleurs Simenon tant s'en faut. Et cependant, les dons de l'auteur se manifestent par toutes sortes de notations sensibles et fines, en dépit des sordides protagonistes du drame. Dans la collection Le Masque, je signale aussi un autre roman de E.C.R. Lorac, intitulé « Ce fut le chien qui mourut ». Et c'est, je dois le dire, un roman assez singulier, mais qu'il nous procure l'agrément de retrouver l'inspecteur MacDonald de Scotland Yard. Et c'est dans des circonstances d'ailleurs qui mettent sa perspicacité à une très rude épreuve. Jugez-en. Dans une belle maison de la banlieue immédiate de Londres, la veuve d'un professeur et savant très réputé, Mrs. Bretton, est obligée pour pouvoir vivre de louer des chambres à d'autres savants, collègues de son mari. M. Bretton est mort en effet accidentellement sans avoir assuré l'avenir de sa femme. Et voilà que la fille de Mrs. Bretton meurt à son tour très étrangement. On la trouve noyée dans sa baignoire après qu'elle eut pris un narcotique. Ce pourrait être un accident, c'est hélas un crime. Qui l'a commis? Pour quelle raison? Que savait cette jeune femme sur la mort de son père? Sur 8 personnes habitant la maison, 5 au moins feraient, si l'on peut dire, d'excellents suspects. La patience de MacDonald arrive enfin au coupable, mais les soupçons se sont très adroitement égarés. Ce roman est classique par son ton et ses développements, cependant les personnages manquent un peu de relief. La fin, toutefois, en est excellente. Les spectacles vus par Roger Régent. Les amateurs de Peter Chenet ne vont évidemment pas manquer d'aller voir cette semaine Les Femmes sans balance, que le jeune metteur en scène Bernard Borderie vient d'adapter pour l'écran avec autant de bonheur que La Môme vert de gris. Et ils ne seront pas déçus, ces amateurs, car la réussite est complète. Attention, je dis la réussite, ce qui signifie que le but que se proposait le réalisateur est atteint. Quant à savoir si ce but est honorable, s'il doit constituer un idéal pour les jeunes cinéastes, et s'il peut mener ces jeunes cinéastes très loin dans leur métier, cela c'est une autre histoire. Tenons-nous-en pour aujourd'hui à ceci, le nouveau film de Bernard Borderie est, dans son genre, une réussite. Vous n'attendez pas, je suppose, que l'on vous raconte ici les péripéties de cette nouvelle aventure de Lemmy Caution. D'ailleurs, il est proprement impossible de raconter les romans de Peter Chenet. Et en outre, ce n'est pas l'histoire qui compte, mais la manière dont elle est contée, le style même du récit et le comportement des personnages qui est très particulier au héros de Peter Chenet. C'est en cela que M. Bernard Borderie peut être félicité. Il a su parfaitement traduire cinématographiquement ce style rapide et brutal de l'écrivain, et il a su donner à ses interprètes la démarche même de ces héros que nous reconnaissons tout de suite sur l'écran. La transposition visuelle est parfaitement juste, et le metteur en scène a su trouver des équivalences d'images qui renforcent encore le tonus du livre. Rarement la forme cinématographique s'était aussi bien ajustée à l'esprit d'un ouvrage littéraire. Dans Les Femmes sans balance, les titres, vous savez cela aussi bien que moi, n'ont jamais le moindre rapport avec le récit. Dans Les Femmes sans balance,
Lemmy Caution est chargé de débrouiller une affaire de faux dollars. Il y parvient avec brio, après 4 ou 5 bagarres fracassantes, où tout vole en éclats, après quelques baisers sur la bouche, aussi peu romantiques que possible, échangés avec les pépés du voisinage, et enfin, après avoir tété plusieurs bouteilles de whisky. Une fois encore, mademoiselle Dominique Wilms, l'inoubliable môme vert de gris, fait son numéro de manière étourdissante, et dans le rôle de madame Hems, Nadia Gray est fort bien. Quant à Eddie Constantine, son incarnation de Lemmy Caution est sensationnelle. Il dit le texte, qui est ici très dans la ligne de Peter Chenet, mais en beaucoup plus drôle. Il dit le texte avec un humour irrésistible. Je vois Pierre Véry et Maurice Renaud qui me font de grands signes parce que le temps nous presse. Un instant encore, voulez-vous? Je voudrais vous dire un mot d'un petit film de court-métrage qui passe avec pain, amour et fantaisie. On a peu l'occasion de parler des courts-métrages, mais celui-ci est un chef-d'œuvre. Il est anglais et a pour titre « L'étranger ne laisse pas de carte ». Il est dans la plus pure tradition anglaise et conte l'histoire d'un homme qui commet le crime parfait. Enfin, croit-il. Bref, en moins de 20 minutes, le réalisateur Norman Coy atteint au sommet du suspense. Tout cela est traité avec une économie de moyens, une précision, un art de la suggestion extraordinaire. Et quelle fin! Et quel accompagnement musical! Vous en aurez le souffle coupé. Et par-dessus le marché, vous verrez Pain, amour et fantaisie qui est une comédie délicieuse. L'histoire que vous pourrez entendre mardi prochain a pour thème l'empoisonnement, cette forme particulièrement perfide de l'assassinat. Elle est de Jacques de Beaupré et elle est intitulée « Musique douce ». La radiodiffusion française vous a présenté Faits divers, une émission de Pierre Véry et Maurice Renaud, réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous avez pu entendre Prix Goncourt, une nouvelle radiophonique de Claude Gével, et Le Petit Courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Nous rappelons à nos auditeurs que tout le courrier concernant cette émission est à adresser à Émission Faits divers, Radiodiffusion française, 107, rue de Grenelle, Paris 7e.